défenseur qui va monter la rondelle, ben, je veux voir un joueur d'avant à venir paquer en arrière. OK? Ben, je veux voir un joueur d'avant qui va venir paquer en arrière. On s'en occupe pas, les boys. On s'en occupe pas. Ben, je veux voir s'il y a un défenseur qui monte la rondelle en zone adverse. Ben, je veux voir un joueur d'avant qui va venir, qui va reculer, qui va venir prendre sa place temporairement. Venir couvrir notre zone défensive. Ben, je ne veux pas me faire prendre. Les punitions, s'il vous plaît, discipline. OK? Le point frangé est aussi important. Autant dans le game que dans le tournoi. Ça marche? Grande basque, petite basque, grosse boule, petite boule, Manouine, Corossol, de quai. Ces 7 belles îles rondes émergentes du fleuve Saint-Laurent qui ont séduit Jacques Cartier. D'abord poste de traite, puis quai des pêcheurs, un village accueille une ruée bien différente de celle de l'or. Sur la côte nord du pays de Neuf-France, c'est autour du fer qu'une industrie se construit. Un sol devient mine, un village devient ville. Cette île est dorénavant nettement un paradis sur terre, un havre de paix, un oasis esquissant le mirage d'une cohabitation vieille comme le Nouveau Monde. Souvent, les Montréalais qui arrivent à cette île, pour eux autres, le fait qu'il y ait des Amérindiens à cette île, ça devient très exotique et ils vont s'imaginer que ces gens-là vivent dans des tentes en arrière de leur maison et puis ils ont un regard très différent de nous qui les côtoyons à tous les jours. Puis que pour nous, ben c'est pas tout à fait la même chose. Je passe dans la réserve ici. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ces gens-là. Je crois que je crois plutôt que ces gens-là sont peut-être plus racistes que nous, on peut l'être. C'est ma perception. Ça réserve, si on veut pas voir. Si on veut pas voir ça, on a juste à pas y aller. Fait qu'ils sont pas tellement isolés, ils sont en ville. Ouais. Je veux dire, en ville, ils se mélangent avec les gens. Mais qui de s'intégrer, moi, j'ai aucun problème avec ça. Qui s'intègrent avec nous autres, mais qui... À condition qu'ils fassent comme nous autres, qu'ils travaillent, puis qu'ils ont leur vie, puis qu'ils... Absolument rien. C'est des êtres humains comme les autres. Non, moi, j'ai rien contre eux autres. Je suis pas raciste, mais qui ont vu ensemble, puis qui s'intègrent à nous autres, puis on vit ensemble, justement, qui fassent comme nous autres. Là, puis s'ils vivent comme nous autres, on doit rester avec nous autres. On est supposé d'être inclusif. Parce qu'en fait, c'est juste une minorité qui fait de la brouille. Le restant, je veux dire, on connaît des Indiens, c'est super gentil. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a, c'est comme les Blancs, à un moment donné, il y en a qui sont un peu à la part des autres. C'est comme les Blancs, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Moi, j'ai rien à dire contre ça. Moi, j'ai parlé à plusieurs dernièrement, là, puis ils ont été bien gentils, puis sincèrement, j'ai pas un mot. Ils font leurs affaires, ils ont une autre façon de voir les choses que nous autres, on voit. Sans nécessairement qu'on approuve, là, mais c'est leur façon de voir les choses. Moi, je vis avec ça, facilement.
Ben, c'est ça. Les terrains, c'est un peu négligé. Puis, des fois, ils ont défait la moitié de la galerie. Encore là, c'est leurs affaires. Là. Ça leur appartient. C'est sûr que si tu vas sur la réserve à Maliotenam, si les enfants jouent dans la rue, on dirait que t'es pas comme chez vous quand tu rentres là. Ils ont le droit aussi, là. Tout le monde a ses droits dans sa terre. T'as le droit d'être différent, hein? C'est ça, t'as le droit d'être différent. Les autres le sont un peu. Ils se sont forcés pour les intégrer. Ils leur ont donné de l'argent, ils ont essayé de... Mais quand c'est pas dans ta nature, ça ne l'est pas. Son de réserve, là, je sais pas. Il me semble que ça serait normal qu'ils vivraient avec tout le monde. Puis, c'est le gouvernement qui les impose ça, je pense, je sais pas. Exactement. Je pense que c'est plutôt eux qui ont... Oui, encore maintenant, je pense que c'est plutôt eux qui ont vraiment ce complexe-là d'infériorité, je crois, là, parce que... Alors, je pourrais vous citer bien des exemples, là, mais je peux comme pas m'avancer parce qu'il y a des choses personnelles. Mais c'est des gens, je crois, qui sont restés avec un certain complexe d'infériorité face aux Blancs. Il y a comme... Je pense qu'en tout cas, je pense que de leur part, il y a une hargne envers les Blancs. Et je crois que nous autres, c'est nous autres qui sommes beaucoup plus ouverts par rapport à eux. On pourrait raconter l'histoire d'un village dans une ville, de nomades devenus sédentaires, de montagnais devenus Inuits. Parmi les 11 nations autochtones du Québec, les Inuits furent celles qui occupaient le plus vaste territoire. Du lac Saint-Jean aux confins du Labrador, en passant par l'île d'Anticosti, ils suivaient le déplacement des caribous. Cet animal vénéré pour sa fourrure et sa viande. Cet animal qui leur ont permis la traite avec les Blancs. Petite Basque. Steve Dubreuil, lauréat Moreau, muséologue. L'histoire de la communauté ou de la réserve Innu de Ouachat est assez particulière quand on compare aux autres communautés autochtones au Québec. Il faut dire que jusqu'aux années 1860, évidemment, cette île n'existe pas autrement qu'un poste de traite. Donc, un magasin général où les Inuits venaient procéder à des échanges avec les commerçants anglais. À l'époque, c'est la compagnie de la baie du Tson là, qui gère des dizaines de postes là, tout le long du Saint-Laurent. Donc, les Inuits, l'été, avaient l'habitude de se rassembler autour du poste pendant quelques semaines. Il y avait une petite chapelle juste à côté qui avait été construite par les missionnaires Oblats. Donc, pendant l'été, c'est les échanges commerciaux, c'est les célébrations religieuses, les mariages, les baptêmes, les sépultures, dans le petit cimetière adjacent à la chapelle. Donc, c'était devenu pour les Inuits là, le point de rassemblement traditionnel pendant l'été. Mon nom, c'est lauréat Moreau. C'est un nom bien français, bien sûr. Très, très tôt, les missionnaires nous ont changé de nom, de dénominatif, étant donné qu'il y avait de la misère à l'écrire ou à le prononcer. Ça fait que moi, j'ai un nom bien français, Moreau, lauréat, mais je suis un Innu. D'abord et avant tout, je suis un Innu. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la signification du mot Innu. Ça vient du mot Inyun, qui veut dire la vie. Je suis un Innu, je suis un être vivant. Ça fait que d'abord et avant tout Innu, mais aussi muséologue. Je suis muséologue de formation. Je travaille dans un musée, on peut dire, mais le vrai nom, c'est Maison de transmission de la culture Innu, Shabatuan. Les aînés de cette île, avant la construction, la fondation de la ville de cette île, comme le disent ces aînés-là, ils vivaient ensemble. Il n'y avait pas de délimitation de barrières ou de frontières de ville ou de village ou de réserve. Tout le monde vivait pêle-mêle comme ça. Il y avait, à cette époque-là, comme le disent les aînés, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. Il y avait des no-Inuits qui parlaient l'Innu et des Inuits qui parlaient français aussi. Et à partir des années 1860-70, il y a quelques familles de pêcheurs, en provenance des Îles-de-la-Madeleine surtout, ou de la baie des Chaleurs, qui viennent s'installer. Eux vont s'établir un peu plus à l'est, dans le secteur du Vieux-Quai actuel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de délimitation de barrières fictives ou quoi que ce soit qui a été établie à ce moment-là. Parce qu'ils savaient très bien que ces gens-là, à l'époque, avaient besoin des autres pour pouvoir survivre dans un environnement aussi dur que celui de la Côte-Nord. Les relations sont très bonnes. Je veux dire, les gens se respectent un l'autre. À l'époque, il y a une seule chapelle qui existe. Donc, même les Blancs, les Acadiens, viennent
participer aux célébrations religieuses avec les Inuits. Le nom de Ouachat va apparaître... en fait, Ouachat, c'est le nom qu'on donnait à la région de Sept-Îles. Ça veut simplement dire « à la baie ». Ouahos, c'est la baie. Ouachat, c'est à la baie. Mais la communauté elle-même ne portait pas encore le nom de Ouachat. Dans les documents officiels, les correspondances du ministère des Affaires indiennes, on parle de la réserve de Sept-Îles ou des Sept-Îles. En 1906, les Inuits se voient reconnaître une parcelle de territoire. C'est là qu'ils viennent s'installer pendant l'été. Mais la grande majorité des Inuits, jusqu'aux années 50, sont encore nomades. Donc, ils repartent passer 8-10 mois dans le nord, sur les territoires de chasse, reviennent à Sept-Îles pendant l'été. Vous savez que de plus en plus, le gouvernement du Canada, bien sûr, monte un programme d'assimilation qui perdure jusqu'à nos jours. Hein. Puis un des documents les plus concrets qui pourrait en parler, c'est la loi sur les Indiens. C'est clairement écrit que les Inuits, les Indiens du Canada, doivent devenir de parfaits Canadiens à part entière. Côté assimilation, ça s'est perduré, bien sûr. Tous les livres d'histoire qui ont été écrits par la suite auparavant, hein, des années 1700, 1800, c'est tous des auteurs, eux, ont écrit des livres dont il n'y avait aucune connaissance des Autochtones, du milieu, de l'environnement où ils vivaient. Ils écrivaient ce qu'ils entendaient. Petite boule. Alexandre Quentin, Raoul Volant, journaliste. J'étais le seul Inuit dans la classe. Alors, il fallait que je lis l'histoire du Canada. C'est des anciens livres. Alors, moi, je suis seul, j'avance dans ma classe, à haute voix, je lis les Inuits, ils étaient des barbares. Ils puaient. Imaginez que des gens de votre génération, leurs grands-parents, là, ils vivaient dans le bois pour vrai. Là. Vous savez, les gens qui lisaient l'histoire du Canada, bien sûr, il y avait des choses vraies et pas vraies non plus. Mais ça s'est tellement généralisé avec les élèves de l'époque, des années 1700, 1800, 1900, ça a perduré il n'y a pas très longtemps encore. Donc, toute une image défaitiste ou mauvaise de l'Innu ou de l'Indien, comme on les appelait aussi. Mais à un moment donné, les Inuits, en revenant sur le littoral au printemps, découvrent sur leur réserve officielle des maisons étrangères. Donc là, il va s'amorcer un processus de contestation puis de négociation qui va durer presque 20 ans. Le jeune village de Ouachat doit élargir son vocabulaire. Contestation, négociation, revendication. Il doit s'acclimater à un peuple qui se fonde sur la propriété individuelle. Il apprend à ses dépens un bel adage. Qui va à la chasse perd sa place. Malgré tout, au fil des décennies qui suivent, les Inuits demeurent sur la vieille réserve. Là, le nomadisme s'est essoufflé, l'obligation d'aller à l'école fait en sorte que les familles ne peuvent plus passer autant de temps sur le territoire. Donc, on va construire sur la vieille réserve, mais évidemment que sur un si petit territoire, de Arnaud à Cartier, coincé entre deux autres rues, c'est pas long qu'il n'y a plus d'espace. Le village de pêche de Sept-Îles, qui existait jusqu'aux années 40, va se transformer en l'espace de 20 ans en ville industrielle moderne. En 1940, à Sept-Îles, il y a peut-être une population blanche de 2000 personnes. 20 ans plus tard, en 60, on est 20 000. Et ça, bien, ça résulte directement là, des grands travaux miniers, l'exploitation des mines de fer de Schefferville, construction du chemin de fer, port d'acheminement à Sept-Îles. Donc là, c'est la ville de Sept-Îles qui explose démographiquement. Là où ça a vraiment dérangé un peu toutes ces relations de bonne entente et haute d'entraide, que ça s'est brisé au fur et à mesure, c'est quand les grosses compagnies sont venues. Toujours pour des raisons économiques où ça se détériore. Hein. On voit pas la même chose pareil ailleurs dans le monde. Hein. Là, c'est au niveau économique, bien. On s'entretue, on fait des guerres pour pouvoir s'approprier les ressources de l'autre. Les Inuits vont demander, par l'intermédiaire, souvent des prêtres, parce qu'on sait bien, les Inuits à l'époque n'ont pas nécessairement de facilité à se représenter politiquement. C'est souvent les missionnaires qui vont prendre leur parole. Donc je sais qu'il y a des pétitions qui vont être remplies et acheminées au gouvernement de l'époque via les missionnaires. Et ces pétitions-là demandent qu'on déplace ou qu'on vende les maisons des Blancs aux Inuits, parce que de toute façon, c'est sur leur territoire. Mais le village, à l'époque, conteste cette option-là.